Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet. Comment change-t-on et comment ne change-t-on pas? En fait, c'est une question que je me suis posée surtout depuis le début de la crise Covid parce que nombre d'entre nous ont voulu que les choses changent, ont voulu que les autres changent et dans certains cas ont voulu changer des choses en nous-mêmes. Mais alors, comment ça se passe? Et donc, j'ai creusé la question, comme d'habitude, de manière un petit peu circulaire, pluridisciplinaire. Voilà, donc dans l'idéal, j'aurais voulu que les auteurs des livres sur lesquels je me suis appuyée pour ces recherches interviennent, mais comme c'est pas dans mon pouvoir de créer ces interviews pour le moment, j'ai fait un travail de synthèse et c'est ce que je vais vous partager ce soir. Donc au départ, il y a eu tout un tas de questionnements pour moi. Quand on veut changer, quand on veut que les autres changent, est-ce qu'il suffit de vouloir changer ou est-ce que même vouloir serait délétère? Comment ça se passe le processus de changement? Est-ce que c'est un déclic, une prise de conscience ou un processus au bout duquel on se rend compte qu'on a changé? Il y a une phrase un petit peu qui me revenait souvent, c'est que c'est par exemple les légumes, c'est pas en tirant sur le légume qu'on le fait pousser. On laisse imaginer la métaphore, mais il y a beaucoup de situations où on aurait cette tendance-là et, et on doit réfléchir à d'autres façons de faire émerger les choses. Un autre constat, c'est qu'on change sans réellement changer, puisque tout est déjà là. Tout est déjà en nous et souvent on ne fait que revivre la même chose à des niveaux de conscience différents. Progressivement, notre corps change, mais on se reconnaît toujours et il y a quelque chose de nous qui est immuable. Et c'est ce qu'on appelle l'identité. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de recherches, notamment philosophiques, quand on décrit par exemple un objet qui peut changer d'état, comme la cire qui va être solide, la cire qui va être fondue, liquide. Comment on reconnaît en fait l'identité de cet objet-là pour dire que c'est toujours de la cire? On passe par différents états. Donc, sur cet exposé-là, je vais le faire, je pense, en 2 vidéos. Et j'ai choisi un ordre bien précis de présentation et d'ouvrages sur lesquels je me suis appuyée. Aujourd'hui, je vais parler du changement en psychothérapie et en sociologie avec la spirale dynamique. Moi, j'appelle ça plutôt compréhension de l'humain, de l'humanité. Et puis en pédagogie. Et je parlerai aussi de comment on change en santé et dans la vie spirituelle avec aussi la physique. Donc le premier ouvrage sur lequel je me suis appuyée, c'est, vous ne pouvez pas lire, mais bon, c'est Changement, paradoxe et psychothérapie de Paul Watzlawick, John Wickland et Richard Fish. Et je me suis appuyée sur un support LibreOffice, donc je fais une petite manip. Je ne suis pas encore au top de la technique, hein, mais je vais y arriver. Donc dans cette vision de la psychothérapie, elle nous permet de comprendre qu'il y a plusieurs types de changements, plusieurs façons de le comprendre. Il y a le changement de type 1 et le changement de type 2. Et c'est assez fondamental en fait. Dans le changement de type 1, on reste dans le même système, la même structure de pensée en fait. Et on fait plus de la même chose. Et en général, ce type de changement ne fait que consolider ou aggraver le problème.
Je vais vous donner plusieurs exemples à chaque fois pour essayer de vous aider à saisir, mais évidemment, l'idéal, c'est de creuser la question sur Internet, dans d'autres vidéos, dans les bouquins. Il donne l'exemple d'un cauchemar, en fait, où ça se passe très très mal et il y a plusieurs solutions. C'est soit la fuite, soit de s'effondrer, faire le mort, crier, etc. Là, on est dans le changement de type 1. On est dans toujours plus de complications, d'horreur, etc. Dans un changement de type 2 qu'on verra ensuite, eh bien, on arrête le rêve, on se réveille, on sort du cadre. Le changement de type 2, c'est vraiment une discontinuité, un saut logique, et la solution apportée semble toujours bizarre, contraire au bon sens, hors cadre, inattendue, illogique finalement. Elle est de nature différente de l'état qu'on veut corriger. Et là, on est dans un changement complet, systémique. En fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas changer un système en changeant des éléments du système. Quand on veut changer la règle, on ne peut pas changer, on peut pas changer des règles dans un système qui a produit ces règles. Donc, on va devoir faire un changement global. Le changement de type 2 est parfois éventuellement vécu comme une illumination. En fait, quand on essaye de changer des éléments dans un système simplement, donc comme dans un changement de type 1, on va être prisonnier d'un jeu qui est sans fin. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas engendrer de l'intérieur les conditions de son changement. Quand on est dans le plus de la même chose, donc dans un changement de type 1, on estime que le problème, c'est la solution. Il y a différents exemples. Par exemple, il fait froid, je me couvre. Il fait vraiment encore de plus en plus froid, je me couvre encore plus, etc., etc. Bon, ça peut marcher. Donc là, peut-être le changement de type 1 est adapté. Ça va marcher jusqu'à un certain point. On prend l'exemple de la dispute entre un parent et son enfant. Il crie, ça fonctionne pas, je hurle, ça fonctionne pas, je hurle encore plus, je punis, ça fonctionne. On est dans le plus de la même chose. Et éventuellement, ça fonctionne. Donc, on est dans un changement de type 1, mais à voir. La prohibition, c'est le même problème en fait. Et on se rend compte dans certains pays où ils ont arrêté la prohibition en fait, eh bien, la population s'est désintéressée des substances et il y avait beaucoup moins de réseaux mafieux ou clandestins. Donc ce changement de type 1, où on fait plus de la même chose, il peut aggraver le problème. Et il y a donc d'autres alternatives qui sont dans un changement hors cadre où on attend moins en fait de solutions aussi évidentes. Et ça peut être le moins de la même chose qu'on verra après ou être complètement dans une autre dimension avec d'autres règles. Par exemple, la mère qui veut que son enfant range la chambre, elle va insister, toujours faire plus de la même chose et ça fait qu'aggraver le braquage de l'enfant. Et un jour, elle vient vers lui, elle le prend dans ses bras, elle s'assoit près de lui, elle lui dit qu'elle l'aime, quoi qu'il fasse, et elle l'aime. Et ça lui est égal en fait qu'elle range ou pas sa chambre et qu'elle lui fait confiance quelque part. Et là, ça change tout et l'enfant range dans les jours qui suivent spontanément sa chambre. Ils expliquent qu'il y a plusieurs manières d'aggraver un problème.
La première, par exemple, c'est qu'on choisit une solution qui nie le problème. Donc on veut résoudre quelque chose et pour ça, on estime que ce n'est pas un problème. C'est donc un défaut d'intervention, là où on devrait intervenir. Le deuxième, c'est qu'on s'efforce de modifier une difficulté qui est immuable ou inexistante, et là, on est dans le cadre de l'utopie. Ensuite, on peut faire un changement de type 1 alors que c'était un changement de type 2 qui était adapté, ou inversement. Et là, on intervient au mauvais niveau. Donc, ce qu'ils appellent l'utopie en psychothérapie, c'est de vouloir un objectif pour une personne dont la souffrance est de vouloir changer, alors qu'on doit soulager une souffrance, mais pas être dans la quête du bonheur. Et revenir en fait sur cette idée du vouloir changer. La question, c'est qu'est-ce qui veut changer en nous? Pourquoi changer? Est-ce qu'il y a pas quelque chose de plus profond derrière ça? Et dans l'utopie, ce ne sont pas les situations qu'il faut changer, mais le présupposé selon lequel les choses doivent être d'une certaine façon et doivent être différentes de ce qu'elles sont. Et c'est assez contre-intuitif en fait, mais c'est assez intéressant de se poser là-dessus. Donc les applications dans ce livre, c'est surtout la communication entre des personnes, la thérapie conjugale, etc., la résolution de conflits interpersonnels. Mais pour moi, on peut l'appliquer à tout ce qu'on a vécu ces dernières années, tout ce qu'on vit au quotidien comme situation qui nécessiterait des changements. Ils abordent la notion du paradoxe, qui peut créer beaucoup de conflits ou d'impasses en fait dans la communication. Les paradoxes, c'est par exemple quand on dit « soyez spontané ». C'est complètement paradoxal parce qu'on ne peut pas avoir l'injonction d'être spontané, parce que dès lors qu'on répond à une injonction, on n'est plus spontané. Ou alors la mère qui dit « je veux que tu veuilles avoir envie de travailler par toi-même ». Eh bien, c'est pas possible parce qu'il y a ce conflit dans la volonté. Ça ne peut pas venir de lui, si c'est moi qui le veux. Et ça, c'est toute une situation qui se répète aussi à l'école et qu'on verra en pédagogie à la fin. Ce paradoxe, il a aussi lieu chez les insomniaques, par exemple, qui veulent dormir. Donc, ils ont une volonté consciente d'accéder à une fonction spontanée, inconsciente du corps. Ils expliquent que ce type de stratégie de communication est utilisé par les dictateurs et puis ça a aussi sa place donc dans la manière dont on veut faire accéder les enfants à l'enseignement, à l'éducation et à la volonté d'apprendre. Ça se rapporte donc dans l'utilisation du paradoxe de manière constructive, en fait, ce serait de faire de la prescription de symptômes. Et donc, à l'insomniaque, on va lui dire « arrêtez de vouloir dormir ». On va l'empêcher de vouloir dormir. Et il donne aussi l'exemple d'un homme qui veut postuler pour un poste commercial, je crois, et qui bégaye. Et donc pour lui, ce bégaiement, c'est un frein complet à la possibilité de prendre un tel poste. Et ils expliquent paradoxalement à quel point le bégaiement peut l'aider parce que du coup, les clients vont plus l'écouter, être plus attentifs, avoir plus peut-être de compassion et donc il renverse complètement le cadre. Quand on arrive à un j'ai tout essayé pour changer ma relation, pour changer des choses dans ma vie, eh bien c'est qu'il faut complètement faire autrement et sortir du cadre. Et pour résoudre les problèmes, c'est souvent le changement de type 2 qui est intéressant. Dans le changement de type 2, on ne pose pas la question pourquoi, on ne recherche pas les causes. Et là, je vous renvoie à ma
conférence sur les causes. Chercher les causes des maladies et des problèmes, c'est très très bien et parfois c'est très utile et ça fonctionne bien. Mais dans certains cas, c'est pas utile, c'est même délétère et on a beaucoup mieux à faire à se concentrer sur le quoi, le qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe dans l'ici et maintenant et comment on peut agir. Donc il y a tout un art de trouver un nouveau cadre. Il donne aussi l'exemple du fait de devoir choisir entre deux options, comme une sorte de dilemme moral où c'est très difficile de choisir A ou B. Et bien dans ce cas-là, une des solutions, c'est d'accepter, refuser qu'on a une obligation à choisir et trouver une troisième voie. Dépasser en fait ce dilemme. Donc recadrer, c'est modifier le contexte, modifier les croyances, modifier les émotions et en fait modifier le point de vue selon lequel on se place pour observer la chose. C'est cette fameuse phrase d'Épictète, en fait, que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils ont de ces choses. Et dans ce livre, on a beaucoup parlé du réel, se rattacher au réel, être dans le réel. Mais pour eux, le réel, ça reste un ensemble d'opinions, de sens et de valeurs qu'on accorde au vécu, en fait, et à ce qu'on observe. Donc, ce qui est important quand on veut engendrer un changement, c'est déjà définir clairement le problème et concrètement, et poser la bonne question. Donc, vraiment décrire des faits concrets. Et poser la bonne question, c'est important parce que quand on a des réponses qui semblent un peu tordues ou qui viennent pas ou qui sont bizarres ou qui ne n'aident à résoudre rien, en fait, c'est que la question est souvent mal posée. Ensuite, on examine les solutions déjà essayées, qui sont souvent des changements de type 1. On définit clairement le changement souhaité, c'est un changement concret, tangible, qui nous concerne et pas qui concerne l'autre, parce que sinon c'est peine perdue. Et on formule et on met en œuvre le changement. Donc, je reviens ensuite sur donc dans un autre exemple qui fait sortir du cadre attendu, c'est le moins de la même chose. Il raconte l'histoire d'un couple dont les parents du monsieur sont très envahissants. Et quand les parents viennent à la maison, ils veulent tout contrôler. Le jardin, le ménage, la cuisine, etc. Et la communication est impossible. Ils ont peur de décevoir, etc. Et donc leur idée à chaque fois, c'est de laisser la maison le plus propre possible, d'en faire le maximum au jardin pour qu'ils en aient moins à faire et se sentir moins envahis. Eh bien, la proposition des psychothérapeutes, c'est de faire tout le contraire. C'est de laisser pendant les semaines qui se déroulent la maison vraiment sans soin. Et quand les parents arrivent, ils ont tout à gérer. Ils se sentent à devoir tout gérer, à tout réparer. Et c'est là qu'ils comprennent et qu'ils lâchent l'affaire. Donc ça, c'est un exemple un peu intéressant pour illustrer. La dernière chose, c'est que souvent on a des résistances au changement en fait. Plein de types de blocages émotionnels, des croyances ou des situations de vie, plein de oui mais. Et toutes ces résistances, on peut les transformer en moyens de changer. On peut les recadrer en fait, comme une condition nécessaire au changement. C'est toujours la même question du pourquoi voudriez-vous changer et qui là fait forcément changer de point de vue sur la chose, sur notre problème. Ah oui, pourquoi je veux changer? Et d'aller voir plus profond, d'aller voir un autre élément. Ça peut être parfois un peu une conversation par l'absurde qui mène finalement à faire sortir la réalité du problème.
Et pour aborder les utopies, donc les personnes qui veulent changer des choses qui sont immuables, eh bien, leur proposition, c'est pas de rationaliser ou de faire des explications pour déconstruire l'utopie de l'autre, mais plutôt de la même manière, éventuellement par l'absurde, mais de poursuivre cette utopie et de montrer comment ça atteindra ses limites. Donc de rejoindre la personne là où elle est et puis de l'emmener au-delà de sa pensée. Donc finalement, tout ce qu'ils expliquent dans ce livre peut s'appliquer à nos relations, mais aussi s'élargir aux institutions et à la manière dont la politique fonctionne. En conclusion là, je dirais que le changement, ça vient toujours de soi. Et il est dans l'instant, avec ce qu'on a de vivant dans l'ici et maintenant. Et on ne peut pas vouloir que l'autre change. Une des façons d'être hors cadre, selon moi, c'est la méditation et la détente. La méditation parce qu'on va se poster en observateur et dans une espèce de neutralité qui nous permet de recevoir soit des informations ou en tout cas une sorte de dissolution du problème qui nous apparaît différemment. Et la détente aussi, parce que si on est dans une crispation physique, une maladie ou un problème dans la vie de tous les jours, on va avoir tendance à se crisper et à faire monter les émotions, etc., etc. Donc être dans du plus de la même chose et vouloir l'investir. Et quand on se détend physiquement et émotionnellement, et c'est complètement contre-intuitif, quand on se dit qu'on va en faire moins, on va vraiment se détendre. Et là, il y a plein de choses qui peuvent se passer et dissoudre le problème. Le deuxième livre, qui est pour moi un livre fondamental de soins, qui est Écouté par les soignés, guide de communication et de psychothérapie à l'usage des soignants du docteur Philippe Haïm. Je me suis intéressée uniquement au chapitre sur le changement. Et c'est important donc de comprendre en psychothérapie qu'il y a un préalable au changement qui est obligatoire, qui est l'acceptation. On a toujours ce duo acceptation puis changement. L'acceptation, elle doit venir de la part du patient et elle doit venir de la part du thérapeute qui va valider et accepter la situation dans laquelle le patient est. Cette acceptation, elle va permettre de le mettre en confiance, de lui donner de l'espoir. On va parler du problème, on va essayer de le rejoindre dans sa réalité. Et c'est pareil pour les situations qu'on a vécues ces 2 dernières années. Quand on est d'un certain point de vue, on va devoir d'abord accepter que l'autre pense ce qu'il pense et en soit là où il est. C'est quand le thérapeute accepte que l'autre s'accepte et se sent en mesure de changer, parce qu'il est dans une sécurisation aussi quelque part. Et en acceptant, en fait, en parlant avec la personne, on va lui découvrir des ressources, des valeurs, des compétences et éventuellement même des valeurs en commun. Dans nos situations conflictuelles, on va pouvoir découvrir qu'il a les mêmes valeurs de solidarité, de prendre soin, etc. Mais il n'arrive pas aux mêmes conclusions que nous ou à la même mise en œuvre derrière. Alors aussi, il y a différents types de patients et il y a différents types de personnes qu'on rencontre dans nos vies. Les clients, les plaignants et les touristes. Et ça va modifier la manière dont on va les aborder. Le client, c'est celui qui vient volontairement, qui est déjà investi de sa volonté de changer et de guérir, qui a déjà réfléchi à sa situation. Et lui, ça va être très facile d'accepter et de lui faire accepter où il en est pour aller plus loin. Le plaignant, il a besoin d'être plaint.
Donc la première chose qu'on va faire, c'est le plaindre. Et au fur et à mesure qu'on le plaint et qu'on découvre des ressources, des valeurs et qu'on va pouvoir insister dessus, on peut faire accepter quelque chose. Le touriste, c'est exemple courant du mari envoyé par sa femme. Il est là, mais il ne sait pas trop pourquoi. Il n'a pas vraiment de volonté de prendre en charge quoi que ce soit. Donc, il n'y a déjà rien à accepter. Et ce qu'il va falloir faire, c'est lui montrer de manière assez subtile et parfois très contournée qu'il y a quelque chose à prendre en charge et déjà faire accepter ça et ensuite accepter que la situation nécessite des soins. Et donc, dans ces prises en charge, on va distinguer plusieurs types de problèmes. La première, c'est la limitation. La limitation, c'est une situation qu'on ne peut pas changer. C'est le fait, je vieillis ou j'ai un enfant et cet enfant me pose des soucis, mais le fait d'avoir un enfant ou de vieillir, ou un de mes proches est mort, voilà. Et cette limitation, on ne va pouvoir que l'accepter. Ensuite, il y a la difficulté. La difficulté, on va pouvoir simplement donner un conseil, un avis, recadrer les mesures de vie, d'hygiène, ou faire un changement de type 1 et ça va suffire. Donc faire plus de la même chose, comme on disait tout à l'heure. Par exemple, pour la limitation « un de mes proches est mort », la difficulté, ça pourrait être « sa mort me rend triste ». J'ai un enfant, mon enfant fait parfois des crises. La difficulté, c'est mon enfant fait parfois des crises. Et dans ces cas-là, comme tout à l'heure, peut-être qu'un changement de type 1 peut suffire, on hausse l'autorité. Mais on arrive jusqu'au problème, quoi que je fasse, cela s'empire, là ça devient un problème et le changement de type 1 ne fonctionne plus. Donc il faut rentrer dans un changement de type 2, qui peut être du moins de la même chose et qui peut être aussi hors cadre. On se met à faire un jeu. Si la difficulté c'est d'aller se coucher, on va dire le premier arrivé dans la chambre à gagner, etc. Et ça peut fonctionner vraiment très bien. Donc dans la limitation je vieillis, la difficulté c'est mon fonctionnement est moins bon. Donc là on peut mettre tout un tas de mesures en place pour que ce fonctionnement soit meilleur. Et par contre on peut arriver au problème je veux rajeunir ou quoi que ce soit d'autre comme pensée dysfonctionnelle. Et dans ce cas-là on doit rentrer en thérapie et en changement de type 2. Donc l'idée, quand on veut faire un changement de type 2, encore ici, c'est de contourner, d'entrevoir les différentes options possibles et de changer les règles. Alors, on en arrive à un des livres qui m'a semblé le plus important de ces 2 dernières années, qui est La spirale dynamique de Fabien et Patricia Chabreuil, qui aborde le changement sur un plan sociologique, mais sur le plan de l'humanité, en tant qu'individu ou en tant que communauté, groupe d'individus. Comment les sociétés changent et comment un individu change au cours de sa vie.